ce questionnement, on va parler mise en récit et scénarisation du territoire. Quelques mots sur Urban XP. Urban XP propose des expériences sur mesure, des jeux clés en main, un outil qui s'appelle Curiosité, tout ce qui est intervention, conseil. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une expérience numérique urbaine? Je vais le détailler plus loin, donc je vous en donne juste les grandes lignes maintenant. C'est des expériences qui s'inspirent du jeu, qui s'appuient sur une narration transmédia et des technologies scénarisées. Technologies scénarisées, c'est ce que l'idée, c'est d'utiliser des technologies, mais de tout le temps les scénariser. Typiquement, là, vous avez un petit lapin. Ça fonctionne, on met une puce RFID devant son nez et ça va déclencher quelque chose. Ça peut être, il faut lui donner à manger, il faut lui donner quelque chose. Donc, pour lui donner à manger, par exemple, il faut aller trouver un maraîcher qui vend des carottes, etc. C'est ça, scénariser les technologies. Et les expériences qu'Urban XP crée s'appuient sur un ensemble de technologies assez variées. L'idée, en fait, c'est toujours d'utiliser la technologie la plus pertinente pour l'expérience choisie. Donc ça va des objets communicants, au code QR, aux applications type piste et trésor, parce que justement on travaille ensemble avec Cédric. J'ai également développé un outil qui s'appelle Curiosité, qui permet en fait de donner de la visibilité à l'information en fonction de créneaux temporels. Alors Curiosité pour QR, mais ça peut être aussi utilisé avec d'autres technologies. L'idée, en fait, c'était de rendre vraiment visible l'information en fonction de créneaux temporels. Je le redis parce que c'est l'intérêt de l'application. C'était en fait l'idée que la ville, typiquement, a beaucoup d'informations et c'était d'avoir celles qui étaient pertinentes au moment où on scannait le code, où on accédait à l'information. Donc ça a bénéficié du soutien du ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre de l'appel à projet services culturels innovants, et dans ce cadre, il y a eu plusieurs expérimentations faites, dont une que je vais vous présenter plus loin. Donc qu'est-ce que ça permet, Curiosité? Ça permet d'avoir de la communication en temps réel. C'est assez communication, mais typiquement une ville a plein de lieux, a plein d'événements en même temps. Donc on a un code QR général, vous pouvez les scanner si vous avez envie, qui fonctionne. Un code général qui nous donne toute l'information sur la ville et également pour avoir accès à l'information dans chaque lieu spécifique. Ça, c'est des exemples. Typiquement, les journées européennes du patrimoine sur les Moulineaux, il y avait un code et qui donnait l'information temps réel. Un autre usage, pas très lié à la ville, encore que, c'est le livre qui nous raconte des histoires différentes selon leur filet. C'est un peu le système, le livre dont on est le héros, mais là, c'est le héros, on va dire, c'est l'heure. Donc, on va avoir une histoire différente, on ne va pas être amené à la même page où on va accéder à des vidéos, des contenus différents. Et enfin, le troisième usage, qui est là plus lié au territoire, c'est les parcours. C'est-à-dire qu'on a des codes sur un parcours et selon l'heure, on va avoir des contenus différents. Typiquement, on peut avoir un contenu scolaire le matin, un contenu informatif l'après-midi et un jeu, bien sûr, le samedi à 16h. Un exemple, alors qui n'est pas lié à la ville, mais je vous présente quand même parce qu'il y a deux contraintes qui sont tout à fait liées à la ville. Ça, c'est un jeu qui s'appelle Alice au pays de l'illusion, qui a lieu en ce moment dans l'exposition Trompe-l'œil, imitation, pastiche et autres illusions aux arts décoratifs. C'est Alice qui est retombée dans son terrier de lapin. Il y a un terrier de lapin aux arts décoratifs. C'est une œuvre en noir et blanc qui ressemble étrangement à des codes QR aussi. L'idée, c'est qu'Alice va présenter l'exposition et au gré de ses étonnements, on va découvrir l'exposition et on va découvrir les livres de Lewis Carroll qu'on connaît tous, mais plus ou moins bien. Et justement, ce parcours-là, il a eu deux contraintes. Alors, contraintes pas au sens péjoratif, hein, mais contraintes dans le sens paramètre pour créer le jeu. C'était qu'en fait, l'exposition a un sens préconisé de visite, mais elle peut se faire dans plusieurs sens. Donc, la linéarité du jeu, c'était très difficile. Donc, le jeu n'a pas été conçu pour être linéaire, et plus comme des points, des POI, on dit des points d'intérêt, comme ça, et on passe de l'un à l'autre, on voit ce qu'on a envie, etc. L'autre contrainte, c'était que les arts décoratifs, c'est
un grand musée avec plein d'expositions, donc quelqu'un peut venir pour voir une exposition ou peut venir voir 5 expositions. Donc le temps de visite peut varier également. Ces deux contraintes, en fait, on les retrouve typiquement dans la ville. Le sens de visite dans une ville, c'est plein de trajectoires différentes. Et l'autre chose, c'est le temps qu'on a à consacrer à quelque chose. C'est une contrainte qu'on peut vraiment retrouver dans la ville. Donc la deuxième, en fait, pour un peu y pallier et pour répondre à tous les temps de visite, c'était de créer des niveaux différents de lecture. Donc le premier niveau, on était invité à découvrir des informations sur l'objet qui étaient mêlées à des citations d'Alice. On ne savait pas, ça se confondait, on ne savait pas ce qu'était du contenu, on va dire scientifique, et du contenu plutôt Alice. Et ensuite, on pouvait accéder à un niveau 2 où justement on avait des citations extraites des deux livres. Donc on pouvait vraiment rentrer dans l'univers de Lewis Carroll. Et enfin, le troisième niveau, où là c'était le chat du Cheshire, le fameux chat d'Alice. Le chat du Cheshire avec quelque chose à vous dire. Donc là, on rentrait dans des questions plus philosophiques, plus de réflexion. Je vous ai mis un exemple. Typiquement, la salle qui s'appelait Focus présentait des perruques, des postiches, des fossiles, des faux ongles, enfin voilà, tout ce qu'on pouvait rajouter, augmenter son corps. Donc on avait une citation d'Alice où c'est très absurde, où on lui dit qu'elle ressemble à tout le monde, son visage est commun, etc. Et en même temps, on pouvait aussi accéder à un contenu sur le chat du Cheshire qui s'interrogeait sur le transhumanisme. On pouvait ajouter des choses à son propre corps, mais à l'intérieur de son corps, etc. Donc voilà pour ce parcours-là. Curiosité, ça permet aussi en fait de faire des jeux, parce que là, voilà, Alice, c'est typiquement aux arts décoratifs, on a un contenu scientifique écrit par les conservateurs qui est en accès le mardi, jeudi, vendredi et dimanche, et le jeu est accessible le mercredi et samedi. Et voilà, quand on fait le parcours le mercredi, les codes ne changent pas. Mais curiosité, ça permet aussi de faire des jeux en espace urbain, musée, etc., où les contenus vont changer toutes les 5 minutes, par exemple. Donc, on est invité à courir d'un contenu à un autre, avec des mécanismes de jeu de type un peu qui équipe, pour ceux qui connaissent, où on doit trouver le bon élément. Donc, le bon élément, ça, c'est des mécanismes de jeu, c'est un jeu un peu clé en main, mais en fait, les contenus de ce jeu peuvent s'adapter. Typiquement, là, bientôt, ça va être Pâques, ça peut être des œufs de Pâques, ça peut être des monuments, il faut trouver tel monument qui correspond à tel critère, etc. Donc voilà pour un peu l'activité d'Urban XP. Et là, maintenant, vraiment, je vais rentrer dans comment mettre en récit et scénariser le territoire, les mécanismes. Donc, je reprends le slide que je vous ai présenté tout à l'heure. Tout ce qui est expérience qui s'inspire du jeu et tout ce qui est narration transmédia. Alors, une expérience qui s'inspire du jeu, on s'appuie vraiment sur une structure de jeu avec une entrée, une partie jeu, une résolution, une fin, contexte, déroulement, intrigue, mission, action, avec plusieurs personnages. On a voilà, un mécanisme de jeu classique avec une entrée dans le jeu, un côté assez linéaire sur la scénarisation, avec une phase d'exploration, phase de confrontation, résolution. L'idée en fait c'est de s'inspirer de plein de types de jeux. Alors il y a des jeux très anciens, la chasse au trésor et le JP, c'est des mécanismes de jeu qui ont existé depuis tout temps. Je ne sais pas si vous connaissez le Killer. Le Killer c'est un jeu, c'est un ARG pour Alternative Reality Games qui existe depuis très longtemps. On remonte, alors, les dernières pistes c'est 57 quand même, 1957. Le principe, c'est on est dans la ville, on a, ou chez soi, ça se joue tout le temps, et on doit tuer quelqu'un, et on est aussi la cible de quelqu'un. On doit tuer quelqu'un, par exemple, en lui mettant une banane sous le nez, et voilà, c'est un principe. Où on doit mettre du vinaigre dans son café. Voilà. Donc ça se joue pendant notre vraie vie. Et ça, c'est des mécanismes qui existent avant les technologies, mais qui se sont complètement développés avec les technologies. Typiquement, ce sont des jeux qu'on appelle les ARG pour Alternative Reality Games, ou tout ce qui est transmédia. Et là, ça s'est développé parce qu'avec toutes les technologies, on peut vraiment passer d'une plateforme à une autre, etc. Et ajoutons aussi à ça que tout ce qui est ville, la ville comme terrain de jeu, ça existe aussi depuis tout temps. Enfin, le skateboard, les parcours, enfin, ça c'est un peu
pas si ancien que ça, mais tout ce qui est théâtre de rue, enfin voilà, toutes ces choses-là, le territoire urbain a toujours été un terrain d'expérimentation et de jeu. Donc les expériences s'appuient aussi sur tout ce qui est principe d'interaction, que ce soit des jeux convergents, des jeux paradoxaux. Paradoxaux, typiquement, c'est Poule, Renard, Vipère. Voilà. Des jeux de coopération, etc. Et ensuite, on va du jeu à l'expérience. L'idée, c'est de vraiment d'appuyer sur le scénario et l'histoire. De vraiment lier, en fait, le jeu, le scénario à son territoire et à mettre en avant des éléments du territoire et typiquement la singularité du lieu. Et qu'est-ce qui est le mieux, enfin un des éléments super importants pour justement scénariser le territoire, c'est le transmédia. Alors moi je parle de transmédia spatialisé, hein, c'est un terme comme un autre. Qu'est-ce que c'est que le transmédia? Le transmédia en fait c'est une histoire, un univers narratif qui va se raconter sur plusieurs médias supports. J'utilise le mot média et support parce que ça peut être un bout de papier, ça peut être quelqu'un qui dit quelque chose, ça peut être un élément géolocalisé, ça peut être une émission télé, enfin voilà, tout média ou support. Chaque élément a son propre contenu, donc typiquement on peut avoir un film, on voit le film du début jusqu'à la fin, et il a sa propre cohérence et peut vraiment être exploré indépendamment des autres. Mais la richesse va venir justement de l'ensemble. Moi, le schéma que vous avez de Robert Praterne le montre tout à fait. C'est qu'on a voilà, ce film, ce jeu, ce livre, et tout s'emboîte, c'est un puzzle, et ça va créer quelque chose d'autre. Donc tout ce qui est transmédia, c'est tiré par le meilleur parti de chaque média, et c'est important de connaître bien la grammaire de chaque média. C'est un peu comme la ville a sa propre grammaire. Et c'est d'en connaître la finesse pour en exploiter la richesse. Le transmédia spatialisé, en fait, pour moi, c'est de penser les liens entre les médias, les liens entre les POI, les points d'intérêt, et donc créer de la richesse dans les trajectoires. C'est aussi de passer de l'un à l'autre. Les jeux de pistes, voilà, mais ça le fait déjà. Un jeu de pistes, on a la résolution d'une énigme sur un point défini et ça va nous amener ailleurs. Du passage de l'un à l'autre, il y a de la scénarisation, il y a quelque chose à penser. Ah oui, tout ce qui est transmédia, c'est aussi avec plusieurs portes d'entrée. On appelle ça, c'est des références à Alice au Pays des Merveilles, les rabbit holes, les terriers de lapin. C'est-à-dire qu'on a souvent, dans ce type de jeu, plusieurs manières d'entrer dans l'histoire. Ça peut être un élément géolocalisé, ça peut être un bout de film, un qui est très très connu, c'est en 2001 la sortie d'intelligence artificielle, en fait sur le générique, non, ouais, enfin, la générique de fin du film qui présente le film. Il y avait en fait un psychologue pour robots. Alors là, on s'est interrogé, on s'est dit c'est qui? Ça n'existe pas un psychologue pour robots. Donc, si on tapait ce nom dans Google, et ben en fait, on était amené dans le jeu. Et c'était une porte d'entrée dans le jeu, et à aucun moment, justement, ce jeu a été dit que c'était un jeu. Et il a eu un nom d'ailleurs après le jeu. Donc voilà, c'est des portes d'entrée. Et ça, c'est un mécanisme que j'aime beaucoup sur les jeux. C'est d'ailleurs, moi je parle de communication mystérieuse, c'est-à-dire qu'on va communiquer non pas sur l'événement, il y a un jeu, tel jour, etc. Ça va être communiqué sur des éléments de l'histoire. Ça va être de ne pas donner tous les éléments, d'éveiller la curiosité pour qu'on vienne sur le jeu. C'est une expérience en tant que telle, avec souvent plusieurs phases, c'est-à-dire que voilà, on crée plusieurs portes d'entrée, on rentre ou pas par celle-là ou par une autre. Et ensuite, c'est tout ce qui est écriture spatiale, c'est-à-dire que c'est typiquement le transmédia, mais on a voilà, ces points d'intérêt et en fait, on va passer de l'un à l'autre, donc on va scénariser les trajectoires, mais voilà, on a un sens, mais on peut avoir un autre sens. C'est-à-dire qu'on peut, il faut aussi penser voilà, l'écriture spatiale selon plusieurs trajectoires, avec des points déterminés, et en fait, la variation elle va vraiment venir des trajectoires. Alors, deux exemples. La disparition de Frère Bidule. Alors ça, c'est un jeu qui a été fait
l'été dernier, qui va être reconduit l'été prochain, et qui est justement une expérimentation avec curiosité. Donc en 2012, ça a été fait sans l'outil parce qu'il n'était pas encore développé, mais là, il va être mis en place avec l'outil. C'était une demande du pays d'art et d'histoire de la vallée de la Dordogne-Lautoise, qui avait en fait un objectif, c'était découvrir le territoire de manière ludique pour accueillir un public plutôt familial avec des enfants. Qu'est-ce qu'on avait comme contexte? On avait un territoire qui était très riche, qui avait une histoire qui commençait au XIe siècle avec un village, c'est un village Karénac, un village qui avait été transformé avec des nouveaux bâtiments au gré des siècles de transformation. On avait des guides, des visites guidées qui existaient, et un paramètre important, c'est qu'il y avait peu de connexions. Donc j'ai dû scénariser le territoire avec peu de connexions. Qu'est-ce que ça a donné quoi comme dispositif? Ça a donné un scénario, Frère Vidu, le moine du prieuré de Karénac, a disparu au XIe siècle. Pourquoi ce scénario? Justement, cette ville a été très riche à partir du XIe siècle, il y avait plein de périodes très intéressantes, et d'avoir ce frère qui a disparu au XIe siècle permettait en fait de traverser les portes du temps. Comme je vous disais, scénarisation des technologies, les codes QR c'était des portes du temps. Et en fait, à chaque fois qu'il traversait les siècles, il laissait une trace d'un code QR. Mais à force de passer à travers le temps, en fait, il disparaissait au fur et à mesure. Mais ça, on l'apprenait au cours du jeu. Et justement, on avait trouvé bizarrement un parchemin qui datait du XIe siècle. On commence seulement maintenant à comprendre la signification de ce parchemin. D'où l'idée aussi d'appuyer sur plusieurs technos, c'est-à-dire qu'autant c'était des codes QR qu'un parchemin, que des guides, parce que c'était avec un guide. On partait à la recherche de ce moine accompagné d'un guide. Et avec en amont, bien sûr, une communication mystérieuse. Typiquement, la communication mystérieuse, il y a eu 3 phases. Il y a eu, ça se passait sur Facebook et dans le réel. Sur Facebook, on avait des symboles mystérieux. On a vu ça, des symboles mystérieux qui apparaissent dans la ville, on ne sait pas trop ce que c'est, on a mis une affiche. Voilà. Qu'est-ce que c'était que ces symboles? C'était des codes QR. On s'aperçoit au bout d'un moment que en fait, ces codes QR, on sentait que c'était, en fait, quand on les flashait, il y avait quelqu'un qui essayait de communiquer avec nous. Donc sur Facebook, ah bah tiens, il y a quelqu'un qui essaye de communiquer avec nous. Ah bah tiens, il a besoin de notre aide. Donc voilà, c'est les 3 phases. Et après, donc, il y avait ce fameux jeu de piste. Ça, c'est un détail du parchemin. Bah tiens, j'ai 2 parchemins, ceux qui veulent voir. Ça vous donne un exemple de comment il était créé. Donc ça, voilà, c'était vraiment une visibilité au travers de tout le village. Et on découvrait le village à travers les siècles. Et on avait un mécanisme de jeu aussi sur la carte, c'est-à-dire qu'on avait plein de dates. Et au fur et à mesure, il fallait aussi les entourer et en fait, en les croisant, ça nous donnait aussi un lieu. Donc il y avait autant des jeux sur le parchemin que via les codes QR, que le guide qui donnait aussi des indications, etc. Un autre exemple qui va avoir lieu, qui n'a pas encore eu lieu, qui va avoir lieu dans le cadre de Futur en scène en juin et qui est sur la ville d'Issimouino, avec l'application Système Trésor de Furet Compagnie. C'est alors un jeu qui est parti en fait d'un double objectif, c'était découvrir la ville et son patrimoine, puisque la ville d'Issimouino a une très riche histoire, c'est le berceau de l'aviation, enfin voilà, il y a plein d'éléments historiques. Et il y avait également une grosse demande sur les actions innovantes de la ville. C'est-à-dire que la ville a des données en open data, a créé une borne du fort, a des applications qui existent, a la ville en 3D, où le citoyen peut naviguer dans la ville en 3D avec des couches d'informations qu'on affiche, etc. Donc voilà, l'objectif c'était autant de découvrir le patrimoine que les actions de la ville. Alors le dispositif qui a été choisi, c'était d'avoir une partie communication mystérieuse, une partie parcours en amont et une partie jeu urbain. Ça a été pensé en 2 fois parce que le parcours urbain se fait sur une partie spécifique de la ville où certains éléments ne pouvaient pas être vus
si on n'était que sur cette partie-là. Donc le jeu va avoir lieu le 22 juin. Mais en amont, en fait, il y aura plusieurs portes d'entrée et il y aura une partie où on pourra découvrir d'autres éléments et plus historiques sur la ville. Alors, comme le jeu n'a pas eu lieu, le scénario que vous avez est un peu faux, c'est fait exprès, parce que si vous voulez jouer, vous pourrez, vous ne saurez pas tout. Donc le scénario, c'est le temps s'est déréglé suite à une mauvaise manipulation d'une très ancienne horloge, et il va falloir retrouver cette horloge pour remettre le temps en place. Donc c'est un côté absurde et décalé, parce qu'on va jouer sur hier, aujourd'hui, etc. Un côté historique, parce que, comme je vous disais, l'histoire de la ville, l'aviation, mais aussi, alors ça c'est moins ville, mais c'est important, c'est toute l'histoire de l'horlogerie. L'horlogerie qui était une technologie de pointe au XVIIIe siècle, qui a été annonciatrice de tout ce qui était les automates, et donc des innovations, donc, pour rebondir sur les innovations de demain. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Voilà, typiquement, là, je décortique un peu comment créer un jeu, enfin, comment le scénario s'est mis en place. C'est qu'on a ces deux parties. On a cette partie jeu en amont et la partie jeu du 22 juin. Mais il faut quand même les lier entre elles. Donc, il va y avoir une étape entre les deux. Je vais vous expliquer l'importance de cette étape. Et donc on va avoir une histoire linéaire, donc le temps s'est déréglé, il s'est déréglé suite à une très ancienne horloge qui a été manipulée, et il va falloir remettre le temps en place. On a plusieurs portes d'entrée, parce que en fait ce jeu, il a été pensé pour être vu de plusieurs manières. La meilleure manière, c'est mais il faut aussi dire que le public va pouvoir faire peut-être que la première partie. Alors j'espère pas, parce que ça veut dire que mon scénario est mauvais, mais ce sera possible. Donc on pourrait faire que cette partie, ou on pourrait aussi, parce qu'on a découvert le jeu que juste avant le 22, donc on pourrait faire que la fin. Donc vous voyez, en fait, cette étape du milieu, elle va être un peu, elle va être la fin, elle va être la résolution de la première partie. Le temps s'est déréglé, pourquoi, etc. Donc on va chercher. Ça a donné une très ancienne horloge a été manipulée. Et ça va être le début du jeu du 22 juin. Si vous voulez, il y a la communication mystérieuse ou le parcours en amont, c'est pensé un peu comme une préhistoire. L'histoire avant l'histoire. C'est pour donner de la profondeur à l'histoire. C'est-à-dire que si on l'a pas, c'est pas grave, on comprendra quand même le scénario, on comprendra quand même le jeu. Mais si on a fait ça, on a d'autres éléments et en plus on peut aussi avoir de l'avance sur le jeu, etc. Donc voilà pour le jeu sur Issey-les-Moulineaux. Ah oui, c'est un exemple d'étape, oui c'est important. Alors ça c'est un exemple d'étape. J'ai pris exprès ces deux médias. En fait, Issey-les-Moulineaux a fait une BD il y a très longtemps qui s'appelle Les Aventuriers du cyber-passé. C'est une BD qui s'appuie, c'est typiquement de la scénarisation de territoire, puisqu'elle s'appuie sur le territoire d'Issey-les-Moulineaux, et c'est des personnages qui ont inventé une machine qui remonte le temps, qui n'était pas faite pour ça, mais elle remonte le temps. Donc ils visitent Issey-les-Moulineaux à travers les périodes emblématiques d'Issey-les-Moulineaux. Donc on permet de découvrir Issey-les-Moulineaux, et en même temps, on va découvrir le territoire au fur et à mesure des siècles. Bah, typiquement, ça va être une étape. On va s'appuyer là-dessus pour, par exemple, vraiment là c'est vraiment à titre d'exemple, à un moment donné, la BD il va dans le futur sans faire exprès. Et en fait, Issey-les-Moulineaux met en place tout ce qui est le fort d'Issey-les-Moulineaux avec plein d'habitations, avec de la domotique, etc. Et l'histoire même du fort est très riche. Donc, au musée de la carte à jouer, il y a une borne du fort, là également scénarisation du territoire, mais qui existe déjà, sans le jeu qui va être mis en place, qui retrace toute l'histoire du fort. Donc ça va être voilà, de scénariser tout ça pour amener les gens à découvrir cette histoire riche du fort. Alors ensuite je vais vous parler de deux autres projets. Alors là c'était dans le cadre de mon précédent poste, j'ai travaillé plusieurs années au Cube, et c'est une demande d'Antoine de vous parler de ce projet qui s'appelle Connectons nos villes. Alors c'est
c'est pas du jeu, enfin c'est autre chose. C'est un projet en fait scolaire qui était d'animer en fait le CUB organise chaque année un projet scolaire avec une classe dans chaque ville. Et après, chaque projet est différent d'une année à une autre. Et moi, j'avais travaillé sur un projet qui s'appelait Connectons nos villes, où l'idée, c'était de connecter les villes par un bâtiment emblématique. Comment ça se passait? En fait, ils devaient choisir un bâtiment de leur ville. Là, je vous prends l'exemple d'une ville, hein, donc c'est Ville d'Avray. Donc, ils avaient choisi une fontaine. Ensuite, ils allaient faire un reportage sur ce bâtiment. Donc ils allaient, on va dire, retracer l'histoire de ce bâtiment d'un point de vue journalistique, un retour très factuel sur le lieu. Et ensuite, ils allaient travailler la vision qu'ils en avaient. Au travers, ils devaient créer une affiche. Donc quels sont les éléments importants que les élèves voulaient montrer et comment est-ce qu'on le visualisait, comment est-ce qu'on le voyait. C'était aussi... dans ce cadre-là aussi, c'était de travailler en équipe au sein de la même classe, faire un projet commun, puisqu'ensuite l'étape d'après, c'était la connexion entre bâtiments. C'est-à-dire qu'on avait travaillé sur son propre bâtiment, mais quels étaient les points de ressemblance, divergence, et c'était de communiquer avec les autres classes au travers du bâtiment choisi. Alors ça a pris comme forme un blog qui remplissait le même et où justement on pouvait retrouver toutes les étapes et on pouvait visiter, on pouvait découvrir le projet autant par école que par étape de travail, c'est-à-dire tous les bâtiments, tous les reportages, toutes les visions, toutes les connexions, etc. Et c'était vraiment une scénarisation, on va dire, du territoire, mais par les enfants, comment eux, ils voyaient tel bâtiment et comment ils le connectaient avec les autres bâtiments. Et enfin, un dernier mot sur un autre projet, c'était le tout premier jeu que j'avais fait, c'était aussi au CUB. Et c'était en fait un lapin qui avait disparu, j'en parle juste 2 minutes parce que pour le coup, c'était un peu l'exemple que je vous parlais des trajectoires. Ça c'est un jeu qui était en fait fait pour 100 joueurs en même temps, sur un territoire assez réduit, même s'il était assez grand, mais une partie de la ville. Et justement, en fait, il y avait 4 scénarios différents qui s'imbriquaient les uns dans les autres. Typiquement, la contrainte, c'était qu'on n'ait pas 100 joueurs à la même étape au même moment. Le jeu se faisait sur 1 heure. Il y avait une vingtaine de comédiens. Il y avait une scène qui était jouée au départ. Il y avait des comédiens dans la ville. Et à la fin, voilà, c'était des équipes. Enfin, c'était pas vraiment des équipes, puisque les 25 joueurs pouvaient jouer indépendamment, mais bon, ils faisaient le même parcours. Et après, ils se retrouvaient tous ensemble, on avait retrouvé le lapin, et il y avait une scène finale qui était jouée. Voilà. Et voilà, ça c'était typiquement ce que je vous disais tout à l'heure avec le lapin qu'il fallait nourrir pour qu'il nous parle, ou il fallait aussi lui donner des cartes postales, et qu'il nous raconte un bout de son histoire. Donc, merci Nathalie pour votre intervention. Certains éléments du patrimoine, comment vous les sélectionnez? Parce que par exemple, sur 10 siècles d'histoire, il y a énormément d'éléments. Je me demande comment vous faites votre sélection. Est-ce que c'est avec les commanditaires? Est-ce que vous pourriez expliquer? Alors, oui, tout à fait. C'est complètement avec les commanditaires. C'est souvent en lien avec les conservateurs, les guides, etc. Pour prendre des exemples, parce que c'est un peu varié à chaque fois. Faire bidule, en fait, le contenu n'était pas si écrit que ça. J'ai passé 3 jours en fait avec une des responsables et plusieurs guides à vraiment à échanger pour avoir ce contenu qui était ultra riche. Et sachant qu'on partait en fait d'une visite qui était guidée, qui existait déjà. C'était en fait la visite guidée qui était ludifiée, on va dire. C'est dingue. Et en fait, il y a eu beaucoup d'allers-retours. Mon scénario, en fait, il était même presque trop complexe.
j'ai dû le simplifier pour faire rentrer encore plus de patrimoine, parce que la demande, c'était, il y a des informations clés à faire passer, et la visite était d'1 heure, vous ne pouvez pas excéder 1 heure et demie, parce qu'après on perd surtout les enfants. Et donc, il y avait ce temps aussi où le guide allait expliquer quelque chose. Donc il y a eu vraiment beaucoup d'allers-retours. Après, les arts décoratifs, je le prends même si c'est pas la ville, eux, en fait, ils avaient déjà, les POI, en fait, ils avaient déjà des codes QR dans l'exposition Trompe-l'œil. Donc en fait, moi, je le scénarisais obligatoirement, parce que c'était avec l'outil Curiosité, donc en fait, à un certain moment, on avait un contenu et à d'autres, on avait un jeu. Donc il fallait que ce soit obligatoirement ces objets-là. Donc j'avais une contrainte forte, j'ai réussi à en placer 3-4 de plus, mais de partir sur ces objets-là. Et alors après, les conservateurs, en fait, comme leur contenu était toujours là, le jeu, même si j'utilisais bien sûr des contenus écrits par les conservateurs, en fait, ils avaient moins d'appréhension parce que leur contenu était toujours présent. Et c'était presque une porte d'entrée vers leur contenu, c'est-à-dire que presque si je créais de la frustration, tant mieux. Enfin, ça veut dire qu'on a envie de revenir, de revoir. Et sur ici les Moulineaux, on va dire que la commande, en fait, c'est ici eux, ils sont beaucoup plus axés sur les technologies à mettre en avant. Donc, ils vont plus me demander de scénariser le passage telle technologie obligatoirement. On va dire sur l'histoire d'ici Moulineaux, il y a des grands événements qu'il ne faut pas louper, mais j'ai un peu plus de possibilités. Et après, de toute façon, c'est toujours un échange. Et le scénario, en fait, il est vraiment pensé presque comme avec un cahier des charges. C'est-à-dire que c'est des discussions qui vont m'amener, par exemple, Frère Bidule qui traverse le temps. Pourquoi le temps? Parce qu'il fallait passer au 11e, il fallait passer à travers tous les siècles. La richesse du village était dans les siècles. Donc, d'où cette histoire-là. Les arts décoratifs, c'était Alice, parce que un objet en trompe-l'œil, c'est un objet, quelque part, qui a plusieurs identités, comme Alice qui se questionne sur ses identités. Enfin, voilà. Donc le scénario est vraiment toujours pensé en lien étroit avec le contenu sur lequel il va s'appuyer. Vous rencontrez les mêmes démarches pour les faire accompagner? Sur la partie contenu, moi je vais juste ajouter un point d'essai parce que effectivement sur le contenu, en plus nous on ne fait pas forcément le contenu en interne, mais il y a juste une contrainte supplémentaire dont il faut tenir compte, c'est tout bête, mais c'est les déplacements, surtout en ville. C'est-à-dire qu'il y a toujours une frustration à un moment donné, de dire vraiment là, ce point-là, on ne peut pas y aller parce qu'on va calibrer les jeux sur 1 heure, 1 heure et demie de jeu. C'est le temps qu'on peut demander aux joueurs d'attention, avant qu'il y ait de la fatigue. Donc, comme on essaie d'être sur des transports doux en général, c'est-à-dire de ne pas prendre la voiture. Donc, il y a très souvent un déchirement parce que si on va voir ce point-ci, forcément l'autre point, on ne va pas pouvoir l'aborder. Donc là, il y a des vrais choix, à faire. Et ce qui est important de voir aussi, je comparais l'approche d'un guide classique à l'approche de c'est que forcément, le jeu ne peut pas être exhaustif donc il va donner un angle d'approche, un axe de lecture, et donc on va forcément devoir choisir les points d'arrêt. Et ça, des fois, il faut qu'on l'explique, parce que c'est vrai que des fois, certains clients, ils ont vraiment envie, et je peux le comprendre, c'est qu'on dise plein de choses. Et c'est pas possible, c'est plutôt de mettre en valeur certains éléments, quitte à après inviter vraiment, comme dans l'application Piste et Trésor, c'est-à-dire qu'on a la sacoche, on peut aller voir en savoir plus ou des choses comme ça, mais se dire que voilà, on met en avant certains éléments obligatoirement plus que d'autres. Merci beaucoup pour votre intervention également tout à l'heure, c'était très riche. J'ai trouvé aussi vraiment intéressant le travail avec ici les Moulineaux et puis le fait d'aller chercher des ressources qui sont de la ville et qui sont à la fois inscrits dans ces murs et dans ces rues, mais aussi des ressources davantage pas immatérielles du tout, mais voilà, numériques de toute façon. Et puis le travail autour des open data, par exemple, donc ces données ouvertes, mises à disposition par les villes, généralement sur leur site internet, qui
concerne des informations sur les déplacements, sur voilà, donc tout un tas d'informations sur les pratiques, sur le nombre d'habitants, enfin toutes les données de la ville. Les prénoms. Voilà, les prénoms, voilà. Et en fait, dans le cadre de projets de recherche, les collègues ont travaillé là-dessus et c'est vrai qu'on a un vrai enjeu avec ces mises au public de ces données, parce qu'on a énormément de données et généralement pour les citoyens, c'est très compliqué de s'en saisir. Et on se rend compte aussi que la façon dont elles sont mises à disposition est très fortement orientée pour certains usages, notamment les développeurs. Et donc en fait, on a un discours citoyen sur les open data, mais quand on regarde les pratiques, on s'aperçoit que seules, en fait, elles sont à disposition de développeurs d'applications, ce qui n'est pas un mal en soi, mais il y a une difficulté pour les citoyens de s'en saisir. Et du coup, je voulais savoir comment vous aviez essayé de travailler à l'intérieur de tous ces stylos de données. Alors sur les Signino, en fait, il y a plein de technologies qui vont être mises en avant, donc l'open data en fait partie. Ça va être mis en place de manière assez simple, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler l'open data, on va mettre en valeur les données qui sont en open data, donc c'est l'accès à ces contenus. Et typiquement, il y a des cartes postales en open data par la ville, des anciennes cartes postales, donc l'idée c'est justement dans le scénario, il y aura un élément à retrouver, il faudra qu'ils aillent parcourir des cartes postales, quitte à rajouter un élément pour le scénario dans ces cartes postales ou pas, hein. Enfin, là c'est pas du tout défini. Donc déjà, pour la ville, il y a cet accès, rien que de savoir que ça existe, parce que alors ça, le terme open data grand public, et ça peut se comprendre, c'est un terme, on dit, c'est pas pour moi. Donc il y a déjà de l'accès et de savoir que ça existe. Après, ici, les Moulineaux travaillent aussi, en fait, alors là c'est un projet européen, etc., qui est en dehors du jeu, mais qui travaille sur justement l'accès à ces données et avec l'idée que, c'est le projet, je crois que c'est Citadel on the Move, l'idée que ces données, tout le monde va pouvoir créer une application à partir de ces données. Si. Et donc en fait, ils travaillent sur des templates qui sont un peu prédéterminés, pour qu'en fait le citoyen puisse se dire tiens, je vais créer une application pour mettre en avant tout ce qu'on peut faire après 18 heures par exemple. Mais ça c'est en dehors du jeu et c'est un projet en tant que tel, donc pour le coup peut-être que le jeu on va le mettre en avant, expliquer que ça existe, etc. Mais ça ne fera pas partie. Et après, moi je sais que c'est une question qui m'intéresse beaucoup, l'open data, et j'aimerais bien monter justement un peu sous format hackathon, des événements comme ça, où en fait on allie le transmédia qui est quelque part une nouvelle manière de raconter des histoires, mais s'appuyer sur des données, et justement l'open data a plein de données, mais on ne sait pas forcément quoi en faire. Donc voilà, c'est des questions je trouve qui sont très riches et qui s'imbriquent entre elles. Oui, juste par rapport aux autres joueurs, est-ce qu'il y a des applications qui font que d'autres joueurs peuvent alimenter un autre joueur pour lui donner soit de l'information ou compléter une recherche, comme il y a par exemple sur des forums par rapport à un sujet précis par exemple. Du coup, il y a une interaction soit par le smartphone, soit par la voie orale. Alors ça, j'aimerais vraiment, pour l'instant j'ai pas eu la demande, mais quand je parlais des différents types de jeux, coopération, etc., je trouve qu'il y a la richesse vraiment que les joueurs même n'aient pas le même rôle dans le jeu, ou qu'ils s'embêtent, ou qu'ils cachent une information mais que ce soit pas de la triche, que ce soit fait exprès. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien travailler, j'en ai pas encore eu l'occasion. Mais sinon dans l'implication, mais c'est un peu à côté de votre question, par exemple sur les Signino, à côté de ça j'ai mis en place une partie curiosité au sein du musée de la carte à jouer. Et c'est aussi ça, c'est-à-dire que des jeux dans des jeux. Si on peut faire dans le jeu qui va avoir lieu en juin, faire un clin d'œil à l'autre jeu et que ça s'imbrique, ça serait génial. Oui, parce qu'en fait, ce que je me suis aperçu par rapport à la culture, c'est que souvent ce qui fait plaisir, c'est aussi la partager. Oui. Donc,
ça soit toujours dans le schéma où il y a un détenteur de contenu, ensuite effectivement on va dire une transmission du contenu, et puis l'utilisateur. Et c'est pour ça que la question c'est est-ce qu'on peut sortir un peu de ce schéma-là pour afin que ce soit plus vivant en fait. Oui. Moi j'aimerais, vraiment, puis le jeu le permet vraiment, je veux dire, il y a des mécanismes de jeu qui sont assez puissants pour ça. Après il faut qu'il y ait la demande, et puis ça implique aussi un point de vue techno, c'est assez spécifique, mais aussi un point de vue durée du jeu. Ça dépend la durée du jeu, si c'est un événementiel ou si c'est permanent. Cette question elle va pas se réfléchir du tout de la même manière. Les jeux qui durent longtemps, justement, il y a un site où on peut alimenter, donner ses ressources, échanger, etc. Un jour où ça dure un jeu qui dure 1 heure, on peut penser une interaction, un échange, mais sur un contenu très minime, quoi. Sinon ça va prendre l'heure entière. Si je peux me permettre de rajouter une petite chose, nous on va commencer à travailler, puisqu'on a eu le feu vert hier, sur un concept de jeu collaboratif. Donc là pour l'instant on est vraiment au tout début et j'espère que ça va sortir dans pas trop longtemps, mais effectivement, parce que vous parliez de détenteurs de contenu qui donnent des scénarios de jeu, mais là on va être sur quelque chose de collaboratif. Voilà, donc éventuellement je vous tiendrai au courant comme ça avance. Ma question c'est par rapport à langage, à la langue. Comme les jeux c'est plus touristique, à musée, à la partie touristique de la ville, les jeux est fait juste en français, où il est préparé aussi pour les touristes étrangers qui ne parlent pas français, que c'est normal d'avoir ici en France que les touristes ne sont pas francophones. Alors pour le coup, moi je travaille sur le scénario. Après, s'il y a quelqu'un qui le traduit, tant mieux. J'ai fait un jeu, mais typiquement il a été fait que en anglais parce que c'était pour du team building, des cadres d'un grand groupe, c'était en anglais. Après, c'est toujours bien de réfléchir dans plusieurs langues, mais après c'est les moyens. Pour le coup, après ça dépend aussi de l'application. Donc toi, tu peux avoir les 2 langues. Nous on a aujourd'hui des jeux, mais là, encore une fois il y a 2 choses. Il y a l'application qui doit être traduite sur les messages de l'application, et après il y a tout le contenu jeu. Donc tous nos jeux ne sont pas traduits, loin de là. Mais on a donc des jeux en espagnol, en français forcément, en espagnol, en anglais, en néerlandais, et on va bientôt sortir un jeu en arabe pour le Louvre à Abu Dhabi forcément. Voilà, il y a un travail de traduction sur chacun des jeux. Il y a derrière ça une problématique d'accès des étrangers au réseau de données en fait. C'est pas le simple fait de traduire un jeu qui va permettre sa diffusion, parce qu'il faut savoir qu'un Anglais qui vient en France va avoir un accès au réseau data soit hors de prix, soit coupé, puisque par défaut c'est toujours coupé. Donc il faut qu'il le charge. Dans ce cas-là, on revient sur les problématiques du jeu en ville, qui n'a pas forcément de porte d'entrée précise et d'accès. Il faut un accès Wi-Fi pour les étrangers. Donc voilà. Au-delà de la simple question de la traduction, il y a une vraie question sur l'accès. Ça pourrait être possible de faire un mix de marketing, par exemple, comme à Barcelone, qu'il y a dans les principaux espaces publics touristiques, il y a des Wi-Fi publics pour tous les touristes. Oui, c'est ça. En fait, le but, c'est effectivement, d'avoir un accès, à un moment. Nous sur l'application, on a besoin d'un accès à un moment donné, de charger le jeu. Après, on n'a plus besoin d'accès au réseau. Mais il faut un accès. Et l'air de rien, effectivement, il y a certaines villes qui vont développer des accès Wi-Fi gratuits, mais l'air de rien, ça va avoir un côté, même si ce frein s'estompe, ça reste quand même un frein. Mais les accès Wi-Fi, c'est effectivement une bonne solution. J'avais une autre question liée parce que dans les pratiques des offices du tourisme et dans les politiques touristiques en général, la question du rapport aux habitants, la manière dont on vit sa ville, etc. sont très importantes.
importante aujourd'hui. Il y a des réseaux de creators qui se développent, etc., etc. Et je voulais savoir si vous aviez rencontré ce type de nom, parce que là, pour l'instant, du coup, on est très guidé avec un contenu très maîtrisé. Et si autour de la collaboration, autour de la constitution du contenu, des informations sur la ville, et puis même y compris autour de la volonté de collaborer de certains habitants au jeu, et eux-mêmes de mettre en jeu leur ville, si vous aviez rencontré ce genre de demande. Alors, pas sur la création de contenu. Par exemple, sur le jeu fait au Cube, par contre, j'avais fait appel aux associations de théâtre locales. C'est-à-dire que tous les comédiens, c'était, par 3, c'était les comédiens des environs, qui connaissaient, qui faisaient du théâtre urbain pour certains. Donc voilà. Après, sur la création de contenu, souvent c'est le client, c'est lui qui arrive avec certains contenus et qui veut qu'on travaille autour de ces contenus. Quand on va travailler avec des habitants, etc., c'est en fait un dispositif en tant que tel qui est pensé en amont, que je trouve très intéressant, mais qui vraiment doit être pensé en amont et qui doit être presque scénarisé en tant que tel pour échanger avec les habitants, pour savoir qu'est-ce que... Parce que c'est super riche, les anecdotes, il y avait eu un projet comme ça de géolocaliser des anecdotes ou sur des territoires, c'est vraiment pensé en amont, quoi. Je reviens effectivement sur le projet dont je vous disais qu'on a eu le PVR hier. C'est en fait exactement dans ce sens-là qu'on va... C'est une expérimentation, pour être exact. Donc on va faire... parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Des fois, on a l'impression que c'est simple de faire un jeu, mais ça l'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ont cet état d'esprit un peu ludique et qui peuvent créer facilement un jeu ou un mini-jeu. Ça l'est pas forcément... pour tout le monde. Nous, on le voit parce qu'on est fournisseur de solutions techniques, et il y a des gens des offices de tourisme par exemple, qui nous disent oui, nous le jeu on va le faire. Ok, d'accord, mais il y a des gens qui s'en sortent, il y a des offices de tourisme qui s'en sortent très bien, mais il y a d'autres offices de tourisme pour lesquels on n'y arrive pas. Voilà, c'est juste avoir le sens du jeu ou pas. Donc c'est pas forcément évident mais nous on va amener cette expérimentation, puis on verra bien si on a des contributions. Et il y a l'importance aussi que quand on implique les habitants dans la ville, il faut aussi qu'ils aient une place dans le jeu et dans le dispositif après, parce que sinon on va créer des frustrations, etc. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut même scénariser même l'apport de l'habitant, parce qu'il faut qu'il trouve sa place, parce que s'il nous apporte du contenu, non, ça c'est... on ne peut pas lui dire ah non, ça on n'en veut pas, non, ça je prends pas, parce qu'après il fait partie et il est créateur du jeu autant que nous, donc c'est aussi important. Ce serait la dernière question. Dans les exemples que vous nous avez montrés, c'est un peu pour poursuivre sur la question du rapport aux habitants, comment on peut les impliquer. On est quand même beaucoup, et c'est pas du tout une critique, parce qu'on ne peut pas couvrir l'ensemble des expériences de la ville, mais on est plus proche des expériences touristiques à chaque fois qu'elles sont au musée ou dans la ville, c'est-à-dire qu'il y a l'idée même de scénario, il y a l'idée qu'on peut vivre la ville comme une histoire où tout peut faire sens. C'est-à-dire qu'une histoire au sens historique et au sens de scénario, c'est-à-dire que l'ensemble de l'environnement peut faire sens avec des choses qui augmentent la connaissance, etc. Mais qui du coup ne donnent pas de prise pour ce qui fait aussi partie de l'expérience urbaine ordinaire, on va dire, flâner, déambuler, faire des rencontres contingentes, s'arrêter pour boire un café parce que les filles et les gars qu'on a sont jolies, bref, peu importe, mais en tout cas, c'est que, et encore une fois, parce que c'est pas l'objectif de ce que vous faites, mais on est à chaque fois quand même, y compris pour les habitants qui mettraient en œuvre ces applications, dans un engagement qui est plus proche de la visite d'un patrimoine de sa propre ville, où on apprend des choses, mais du coup on est plus proche de l'expérience touristique globalement. Oui. Après, c'est une demande. Nous, on fonctionne avec des clients, donc on peut mettre en avant certaines choses. Après, c'est eux s'ils ont envie ou pas. Voilà. Mais typiquement, ce serait vraiment impliquer l'habitant, impliquer les différentes populations locales, mais en tant que tel, je ne sais même pas si ce serait un jeu ou quoi, ça serait une expérimentation, un dispositif particulier qui serait sûrement très riche.